bien, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je suis ravie de vous recevoir ce soir pour cette nouvelle édition de la soirée des présidents et des dirigeants d'entreprise. Cette soirée est dédiée au thème de la stratégie digitale et digitalisation. Pour cette conférence, j'ai sollicité en tant qu'intervenant deux piliers de la stratégie numérique, deux piliers de la transition numérique des PME. Monsieur Michel Zaouia, président Anjali MVP, et Monsieur Christian Bernard, président Néoptimal. Et bien sûr, notre invité d'honneur, Monsieur Christian Ledroux, qui nous livrera son expérience de la stratégie digitale mise en œuvre par Interflora. Alors tout de suite, j'ai le plaisir de passer la parole à nos experts, mais pour commencer, Monsieur Michel Zaouia. Bonsoir à tous. Tout d'abord, un grand merci à l'organisation de cette soirée, à Catherine Marassia, ainsi qu'à toute son équipe de Events Energy. Un grand merci à Christian Dohan, qui doit être, qui est là-bas, qui a beaucoup œuvré pour rendre cette soirée possible. Merci à vous tous d'être présents ce soir, que vous soyez amis, clients ou partenaires. Je suis Michel Zaouia, donc je dirige Anjali MVP, qui accompagne les dirigeants dans leur projet de transition numérique. Christian Bernard dirige Néoptimal, une agence marketing spécialisée dans la prospection digitale B2B des PME et TPE. Et Eric Ledroux dirige Interflora, une enseigne mythique qui fête ses 70 ans. Interflora, c'est 360 collaborateurs et 160 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'ajoute qu'à nous trois, nous constituons un écosystème complet, puisque Christian est mon client, Eric est le client de Christian, et que moi-même, il m'arrive d'acheter des fleurs sur Interflora. Voilà, donc on est en circuit fermé. Notre conférence de ce soir traite de la transition numérique des PME, notamment des enjeux de stratégie digitale et de digitalisation. Je vais vous dresser un panorama rapide des enjeux de la transition numérique. Ensuite, Christian vous expliquera le cheminement d'un prospect sur Internet et vous donnera les clés pour améliorer votre efficacité commerciale sur Internet. Et nous aurons le retour d'expérience d'Eric sur la stratégie digitale mise en œuvre par Interflora, qui réalise maintenant 70% de son activité en ligne. C'est bien ça ? Et qui a digitalisé ses liens avec les grossistes et les points de vente fleuristes. Pour commencer, une photo de saison que j'ai prise hier soir dans mon salon. On y voit ma fille qui découvre son sapin de Noël, sapin que j'ai acheté sur interflora.fr, bien sûr. Ce qui est fort, c'est qu'il y a encore 10 jours, je pensais qu'Interflora ne vendait que des fleurs. Et ce n'est pas ce n'est pas une figure, c'est totalement vrai. Et ils m'ont capté sur Internet alors que j'ai tapé sapin, livraison domicile dans Google. Tout cela peut sembler facile, mais une guerre invisible, c'est le jouer pour gagner cette commande. Ce qui nous amène à notre sujet, la transition numérique. La transition numérique, c'est quoi et quels sont les enjeux? On ne va pas parler technologie, on va parler business. C'est utiliser le digital pour renforcer sa compétitivité et accroître sa rentabilité, pour sortir gagnant dans les rapports de force entre vous et votre écosystème, clients, fournisseurs, partenaires et concurrents. La transition numérique, c'est un enjeu de valeur. Nous parlons donc de votre capacité à vous positionner vis-à-vis de vos concurrents, de vendre plus, mieux, de produire à moindre coût. Le digital, c'est de la stratégie, de l'organisation et des méthodes. Ce sont ensuite aussi des outils. Et j'insiste sur cette notion de rapport de force, car le digital agit sur 2 points, le lien avec vos clients et votre façon de produire, donc les 2 artères de votre proposition de valeur. Alors qu'est-ce qui a fondamentalement changé? On parle souvent des ordinateurs, mais en fait ils sont là depuis les années 80. On a tous eu Internet dans les années 90. Les smartphones sont dans nos vies depuis plus de 10 ans. Ces technologies ont rendu le changement possible, mais elles ne sont pas le changement. Le moteur du changement, c'est ce que l'on appelle la révolution de l'usage. La société post-consommation a fini par affirmer qu'un bien ou un service n'a de valeur que parce qu'il est utile, qu'on peut en faire un usage. Les signes de cette révolution, on n'achète plus, on loue, on compare, on ne s'engage plus, on donne son avis publiquement sur le net. Comprendre ce qui motive le client dans sa décision d'achat est crucial car il est devenu versatile.
Votre enjeu numéro 1, c'est de tout faire pour vous rapprocher de vos clients. Le deuxième point, qui est la conséquence directe de la révolution de l'usage, c'est l'avènement des plateformes. Alors rapidement, qu'est-ce qu'une plateforme? C'est un espace de service en ligne, qu'il soit de vente ou de production. Il y a des plateformes B2B, B2C. Les VTC prennent leurs cours sur Uber, les commerçants vendent sur la marketplace Amazon, les avocats sont sur trouvermonavocat.com, graphistes sont sur Malte, ex-Upwork. Ce qui est intéressant, c'est le rapport des entreprises aux plateformes. Distingue 4 types. Les détentrices de plateformes elles-mêmes, les utilisatrices agiles des plateformes pour trouver des clients et pour produire, les utilisatrices non agiles et les réfractaires. C'est simple, celles qui sont à gauche vont vivre et prospérer, celles qui sont à droite ont déjà des problèmes. La position la plus enviable, c'est d'avoir une plateforme pour adresser votre écosystème et délivrer vos offres de services. C'est la plus enviable car c'est celle qui permet, quand tout va bien, de générer une rentabilité exponentielle. Mais la plupart du temps, une plateforme ne vous appartient pas. Certaines plateformes facturent pour vous, elles peuvent fixer vos tarifs de prestation ou vous les suggérez fortement. Certaines maîtrisent votre réputation, certaines vous fournissent un cadre de travail clé en main qui vous permet de produire rapidement, mais qui ne fonctionne qu'avec ces outils. Si vous voulez changer de fournisseur, vous ou vos équipes ne saurez peut-être plus délivrer le service. Peut-être même que vous ne pourrez pas récupérer vos données. Cela doit vous interpeller. Néanmoins, les plateformes sont un formidable levier pour produire mieux et vendre plus. Dès lors, votre deuxième enjeu va être de réussir à tirer parti des plateformes en restant maître de votre outil de travail, qu'il soit de production ou de vente. Vos deux opportunités, la première, c'est d'utiliser les plateformes avec agilité, c'est-à-dire sélectionner les bonnes plateformes et les utiliser pour les bonnes fonctionnalités. C'est d'avoir une démarche, Christian m'a appris ce mot, best of breed. Bien ça. Car les plateformes sont elles-mêmes en concurrence les unes avec les autres. Exemple concret d'agilité. Un VTC qui a 4 plateformes sur son téléphone mobile et qui à un instant T choisit la plateforme qui le rémunère le mieux, c'est de l'agilité. Évidemment, lorsqu'on passe à une entreprise de 50 ou 500 salariés, l'agilité est moins évidente à obtenir et elle doit être construite par de l'organisation, des méthodes et des outils. Le deuxième point, c'est que dans quelques cas, vous devriez vous-même lancer votre plateforme. On pense trop souvent que les plateformes sont l'apanage des Google, Amazon et des startups. Mais n'est-il pas dommage que les VTC mettent 50 000 ou 70 000 euros dans leur berline toute option et qu'ils ne réussissent pas à se réunir en coopérative pour mettre 20 000 euros chacun dans leur propre plateforme qui serait un véritable actif? Ils préfèrent donner 20% de leurs revenus à des sociétés qui fixent leurs prix, maîtrisent leurs fichiers clients et leur réputation. Et cela ne concerne pas que les VTC, mais aussi les avocats, les agents immobiliers, les experts comptables, les hôteliers, les plombiers, etc. Cela nous amène aux actions nécessaires pour saisir ces opportunités, et cela passe par une transition numérique adaptée de votre entreprise. On dira que transition vient du latin transitio, donc le passage. Un passage qui se fait en plusieurs étapes. D'abord, il faut comprendre, lever les freins culturels, ici. Ensuite, on établit une feuille de route, on formalise, on valide les projets, on obtient les moyens financiers et humains, on modernise son matériel, ses logiciels, on forme son personnel. On met en œuvre des projets à visée héroïste, de stratégie digitale pour gagner des clients, pour augmenter son chiffre d'affaires. Des projets de digitalisation pour dématérialiser, pour numériser les process, gagner en efficacité opérationnelle et réduire les coûts. Dans 5% des cas, une entreprise va aller plus loin, elle va innover. C'est-à-dire créer une proposition de valeur dotée d'un avantage déterminant sur ses concurrents et qui va rencontrer son marché à un horizon inférieur à 2 ans. Elle va ouvrir son système d'information sous forme d'API, de data, et elle va s'organiser sous forme de plateforme. Nous avons vu le plan d'action dans le temps, voyant le périmètre dans l'espace. En interne, il s'agit d'un projet piloté par la direction générale. Il ne peut en être autrement. Avec votre DAF, votre directeur commercial, votre directeur de production et d'autres acteurs en fonction de la situation. En associant l'ensemble de l'entreprise, en associant vos clients et vos partenaires, et pourquoi pas, cela peut paraître un peu iconoclaste, mais certains de vos concurrents. Pour terminer ce panorama et introduire les interventions de Christian et Eric, la clé du succès, mener des projets à visée héroïste qui, s'ils sont bien pilotés, peuvent financer votre transition numérique. Stratégie digitale, donc
plus de chiffre d'affaires, plus de clients, digitalisation pour améliorer l'efficacité opérationnelle et économiser sur les coûts. Je vous remercie, je passe la parole à Christian. Merci. Bonsoir, il y a une chose que je ne ferai pas, c'est de vous expliquer la prospection digitale, mon métier, celui de mon entreprise, parce que chaque fois que j'ai essayé, ça se termine invariablement par ok, mais tu fais quoi vraiment dans la vraie vie? Donc, comme j'ai juste 10 minutes, ça va passer super vite, je me suis dit qu'on allait échanger autour d'une seule idée, très simple, qui est celle-ci. Voilà, en espérant qu'un grand nombre d'entre vous se la pose aussi. Est-ce qu'il y a un moyen, en exploitant mieux, en exploitant plus Internet, d'accélérer en fait le développement commercial de votre entreprise? Alors pour le faire, je ne vais pas passer par la théorie. Je me suis dit que ce serait plus sympa et probablement plus pratique de matérialiser en fait ce qu'on peut faire sur Internet pour intéresser des prospects et générer du business additionnel à travers un cas pratique, la vie d'une entreprise réelle et comment est-ce qu'on peut influencer finalement le développement d'un projet et le process de décision. Donc en quelques images, je vais vous raconter l'histoire d'une entreprise et on va se mettre en situation. Et juste après, je vous proposerai en fait 3 questions qui, si vous le souhaitez, peuvent vous aider à vous auto-évaluer par rapport à là où vous en êtes et par rapport au possible sur Internet. Alors la situation qui arrive est la suivante. Considérons, on va faire un petit jeu en quelque sorte, que nous sommes l'entreprise LDP et que nous vendons en fait des prestations d'externalisation de la logistique de production. Donc nos clients, nos prospects sont des usines et nos concurrents sont aussi bien d'autres prestataires qui vendent aussi des services d'externalisation de logistique de production, mais c'est également des alternatives comme faire appel au travail intérimaire, faire appel à des consultants qui vont revoir les process de fonctionnement, former nos collaborateurs, etc. L'entreprise que je vais illustrer ici à travers cet exemple s'appelle Metalix. C'est une entreprise industrielle. Au début de l'histoire, elle ne sait pas qu'elle peut avoir besoin de vos services. À la fin de l'histoire, elle vous aura clairement identifié et probablement shortlisté dans l'appel d'offres qu'elle va lancer. Alors l'histoire en fait démarre de manière très très simple. Le 2 février à 8h17, et ici vous avez une image de Paul qui est directeur en fait de l'usine de Meaux. Et ce que Paul fait, il est très matinal, on est dans l'industrie, il est probablement 7h30, 8h du matin, et il fait sa veille. Il est sur son portable et il commence à lire, donc il est abonné à des blogs, à des newsletters sur Internet, il a son fil LinkedIn, et là, il est tombé en fait sur une infographie qui présente en fait les dernières tendances en matière de logistique de production. Il n'a pas du tout en tête des enjeux de logistique de production. En revanche, ce qu'il sait, c'est qu'il a un conseil d'administration qui arrive et que la performance industrielle et économique de son usine n'est pas au rendez-vous. Donc du coup, ça l'interpelle un peu et il se dit peut-être que améliorer l'efficacité de la logistique de production peut me permettre d'augmenter la performance économique de mon usine. Donc ça l'intrigue, il regarde les statistiques et finalement, il va en parler à son responsable de la logistique, Julien, en lui disant « Écoute Julien, regarde cette infographie, essaye d'investiguer, regarde ce qui se pratique en matière de logistique de production aujourd'hui, quelles sont les dernières tendances, les meilleurs usages en fait, et reviens vers moi pour me dire si tu penses qu'on peut faire quelque chose et est-ce que ça peut avoir un impact sur la réussite économique de l'usine. » Donc Paul, évidemment, commence à réfléchir, il regroupe quelques collaborateurs pour réfléchir, et il se trouve qu'il se dit « je ne sais pas très bien quelles sont les meilleures pratiques », ni il n'a pas d'étude de cas sous la main, donc il se met évidemment, comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui sur Google, commence à taper des mots-clés, meilleures pratiques, logistique, production, et là, dans la première page de Google, sur le premier tiers, il tombe en fait sur un article de la société LDP qui parle de ces questions-là et qui lui propose en fait d'aller sur son site web pour faire un test. La société LDP a développé une espèce d'auto-évaluation basée sur les meilleurs standards, les meilleures pratiques, et propose en fait gratuitement sur son site web de rentrer ces données pour avoir un petit résultat et savoir en fait quels sont les sujets ou les pratiques qui sont améliorables. Évidemment, pour le faire, Julien a rempli un petit formulaire pour s'inscrire. Du coup, LDP a capté quelques informations sur son identité et à partir de ce moment-là, connaissant un petit peu non seulement son intérêt pour les meilleures pratiques, mais aussi les écarts
les sujets sur lesquels éventuellement l'usine peut s'améliorer, elle va pouvoir l'inviter à un séminaire spécialisé sur le sujet avec un client qui va témoigner sur les meilleures pratiques et les usages, et notamment un client évidemment de LDP. Donc l'histoire chemine, et comme dans les alternatives qui sont envisagées par le patron de l'usine, il y a aussi le fait de reformer ou développer les compétences de ses équipes, faire appel au travail intérimaire, évidemment le dossier arrive sur le bureau de la DRH qui s'en saisit. Et en fait, elle fait partie d'un forum sur LinkedIn de DRH dans le monde industriel. Donc elle va taper 2-3 mots et puis elle va solliciter ses pairs en leur disant « Avez-vous été confronté à ce problème ? Comment avez-vous fait ?» etc. Là-dedans, à ce moment-là, elle voit passer un petit article qui présente une étude de cas justement d'un client de la société LDP qui a mis en œuvre des techniques d'externalisation de la logistique de production, commence à s'y intéresser, arrive à nouveau sur le site web, est identifié dans le formulaire, et à partir de ce moment-là, LDP lui envoie une étude en fait qu'ils ont réalisée qui compare en fait les avantages et les inconvénients de l'externalisation par rapport au travail intérimaire, par rapport à l'emploi fixe, etc. Et à partir de là, évidemment, le projet, vous voyez, on est à J+91. Il s'est passé 3 mois depuis l'idée initiale du patron de l'usine. Et là, ils se réunissent en se disant, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il y a un enjeu sur la logistique de production ? Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Quel est l'impact sur la performance ? Et comment est-ce qu'on s'y prend ? Donc, ils discutent en réalité des alternatives ou des stratégies possibles pour améliorer la logistique de production. Ils se réunissent, évidemment, la grande question, c'est quelle stratégie ? Est-ce qu'on va aller vers l'externalisation notamment, qui peut éventuellement les amener vers LDP ? Alors, à partir de ce moment-là, donc, admettons que dans cet exemple, ils ont choisi finalement d'externaliser, et ils ont été très largement influencés par l'ensemble des documents qui leur sont parvenus d'une manière ou d'une autre, soit ils les ont trouvés dans des forums sur les réseaux sociaux, soit dans des recherches sur Google, soit ils lui ont été envoyés par email à partir du moment où ils se sont identifiés dans des formulaires par l'entreprise LDP. Et là, notamment les études de cas, les références, les témoignages qui permettent en fait de caractériser le besoin et de se décider pour aller en fait vers cette direction. Donc l'étape ultime, on est maintenant dans la phase ultime d'un projet comme celui-ci, où ça atterrit sur le bureau de l'acheteur qui lui doit charger en fait de faire sa shortlist de prestataires. Inutile de vous dire que la marque LDP est un peu top of mind dans ce groupe de personnes puisqu'ils ont communiqué de manière tout à fait pertinente et très consultative, et donc ils ont toutes les chances en fait d'être consultés dans la shortlist. Évidemment, les informations sont suivies dans le logiciel d'automatisation du marketing de la société LDP, et donc les informations sont communiquées au commercial qui peut intervenir à bon escient, au bon moment, avec connaissance en fait des enjeux des centres d'intérêt. Voilà un petit exemple en fait très très concret de la manière dont finalement, dans ce cas-là, sans même avoir parlé à un prospect ou sans même l'avoir rencontré, on peut finalement, quand on a les techniques, les méthodes, les process et les technologies, influencer finalement la création d'une opportunité commerciale en donnant une idée au bon moment à la bonne personne. Et puis ensuite, on va suivre et nourrir finalement la réflexion au sein de l'entreprise et le process d'achat. Donc, quels sont les ingrédients dans les coulisses pour LDP d'une telle méthode ? Évidemment, il faut savoir quel type de conversations vont susciter de l'intérêt sur le marché et comment les orchestrer en utilisant tantôt les réseaux sociaux, tantôt le référencement naturel sur Google, tantôt la publicité, tantôt l'emailing, tantôt la publication dans la presse professionnelle, etc. Donc comment susciter l'intérêt sur le marché, comment nourrir finalement à travers des contenus de communication que sont des guides comparatifs, des études économiques, des études de cas, des checklists de bonnes pratiques, comment est-ce qu'on va pouvoir nourrir et influencer positivement, concrètement, la réflexion d'achat au sein de l'entreprise. Ensuite, évidemment, il faut un peu de techno. Il faut avoir un site web qui soit vraiment optimisé pour la conversion commerciale, qui ne soit pas seulement une vitrine de ses produits et de son entreprise. Il faut avoir un logiciel qui permet en fait de communiquer de manière fréquente et régulière dans l'ensemble de ces canaux digitaux et qui permet de gérer en fait le flux de prospects qui est généré dans un entonnoir pour l'entreprise et connecter en fait la force de vente. Il faut ensuite parler souvent et donc communiquer très fréquemment à travers des campagnes multicanales sur le marché, et derrière, évidemment, probablement former aussi les commerciaux à ne pas parler tant de leurs produits, mais plutôt se mettre dans une démarche
consultative de vente et être capable de tirer parti en fait de l'ensemble des informations collectées dans le système sur tous les acteurs de la décision, leurs centres d'intérêt, etc. Donc voilà les ingrédients de la recette. Ensuite, il faut un bon cuisinier pour le mettre en œuvre et générer des résultats. Alors, les 3 petites questions pour vous maintenant, pour ceux d'entre vous qui se sentaient concernés par la question du départ. La première, c'est celle-ci, donc vous pouvez vous noter si vous le souhaitez. Je vous laisse lire. La première, c'est: vos prospects vous trouvent-ils facilement sur Internet? Et vous avez, on peut dire, 3 bonnes pratiques qui peuvent vous servir un petit peu d'étalon. Donc voilà, vous pouvez vous noter, je sais pas, 1, 2, 3 ou 1, 3, 5, comme vous voulez, savoir où vous en êtes. La deuxième grande question, c'est: si vous communiquez sur Internet, quel est l'impact véritable de vos communications digitales? Je vous laisse lire les pratiques. Et la troisième concerne votre site web. Est-il commercialement efficace? Est-il optimisé pour la conversion commerciale? Voilà, donc une petite auto-évaluation. Y a-t-il de très bons élèves dans la salle? 1, 2. Y a-t-il de très mauvais élèves qui seraient très loin de ces pratiques? Donc je me dis que la majorité, vous êtes en route. Est-ce que toutes ces pratiques sont identifiées clairement? Feuille de route et compagnie. Parfait. Oui. Très intéressant. Merci messieurs pour votre intervention. Donc bien sûr, vous allez pouvoir leur poser des questions. Ils seront présents. Et tout ce qui est digital, bien évidemment. Alors, une petite précision pour ceux qui sont nouveaux. Event Energy organise la soirée des présidents et des dirigeants d'entreprise, mais c'est aussi une agence événementielle qui organise vos propres événements. Donc, pour toute information complémentaire, mon équipe et moi-même sommes à votre disposition pour des renseignements, éventuellement pour vos événements à venir. Voilà. Donc maintenant, je laisse place donc à la soirée networking autour d'un cocktail dînatoire. Donc, je vous souhaite une excellente soirée.